Enquête et reportage, une émission de Jean-François Soulet, Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, le réseau Éducation sans frontières. Nous recevons Jean-Louis Imbert, un des responsables locaux de cette association, Daniel Benadira, enseignant à Sixte-Vignon, qui participe aussi à ce réseau, Philippe Touzane, charpentier, aussi un employeur de différents élèves qui viennent par Éducation sans frontières. Et nous remercions Alfouzine, qui vient du Mali, qui va nous raconter son histoire. Alors d'abord, Réseau Éducation sans frontières, qu'est-ce que c'est, Jean-Louis Imbert? Alors, le réseau Éducation sans frontières est une structure départementale qui a des échos dans l'ensemble des départements de la France métropolitaine. Et nous sommes un réseau de plusieurs associations, plusieurs syndicats et plusieurs partis politiques, disons, pour simplifier, des partis politiques progressistes. Notre engagement porte sur l'intégration comme réseau Éducation sans frontières le dit, c'est-à-dire qu'on souhaite que tout enfant ait droit à une éducation, quelle que soit son origine, quels que soient les problèmes de sa famille, quelles que soient les conditions qui l'ont poussé à arriver dans notre pays. Comment vous faites pour réaliser ces objectifs? Alors, le principal mode d'action du réseau consiste à informer les gens de la situation de ces jeunes. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur une exposition qui aborde les raisons profondes de la migration, et la migration forcée, c'est-à-dire pourquoi des gens sont partis parce qu'ils ont la guerre, parce qu'ils ont des mafias, parce que des femmes sont opprimées, parce que des minorités voient sur le genre, par exemple la question du genre, en ce moment on a beaucoup parlé de la Tchétchénie où il y avait des répressions terribles sur l'homosexualité, contre les homosexuels. Et il y a des raisons qui sont liées à la famine, il y a des raisons qui sont liées au changement climatique, il y a des raisons qui sont liées à la misère. Toutes ces raisons qui sont multiples, effectivement. Voilà, nous travaillons donc sur l'élaboration. Ils arrivent, c'est des jeunes qui arrivent, sont des familles, sont des jeunes. Alors, comment est-ce que vous rentrez en contact avec eux? Ou comment est-ce qu'eux rentrent en contact avec vous? Il y a plusieurs situations. C'est difficile de résumer la situation de la migration, mais disons qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont partis de leur pays. Bon, Alfouzine nous parlera un peu de son histoire, mais il y a un Alfouzine et il y a 50 histoires. Donc il y a des jeunes qui sont partis de leur pays, il y a des familles qui sont parties de leur pays, il y a des femmes qui sont parties de leur pays et ces gens-là arrivent après avoir fait des choses terribles, avoir subi des choses terribles tout au long de leur migration, ils finissent par arriver sur la terre de notre Europe. Et là, il va y avoir un dispositif qui va faire qu'ils seront confrontés aux règles générales de l'administration européenne, française et locale dans les départements. Alors moi, je vous propose que l'on regarde le cas d'Alfouzine et qu'on regarde à partir de là comment les associations sont intervenues, comment les enseignants sont intervenus, quels sont les problèmes que cela pose aux employeurs. Donc, Alfouzine, vous arrivez du Mali, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Vous êtes parti quand du Mali?
Je suis parti du Mali le 29, le 29 novembre en 2017. 2017. Ouais, je suis arrivé en France le 20 janvier 2018. D'accord. Ouais. Et vous êtes passé par où? Quel est Bah, votre périple? Ok. J'ai passé par plusieurs pays. D'abord Niger, après Niger, Libye. Vous avez traversé le désert? Ah oui. Il paraît que c'est épouvantable. Oui. Après Libye, Italie, après la France. Et donc, vous êtes passé assez rapidement. Une fois arrivé au niveau de la Méditerranée, vous avez pu trouver un bateau assez vite. Ah ouais. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui. Vous avez eu de la chance parce qu'il y en a Oui, beaucoup. j'ai eu la chance. Le moment que j'étais arrivé, en fait, j'ai trouvé les bâtons. C'était juste de remplir, en fait, on peut dire ça. Au moment, j'ai eu la chance de rentrer en même temps. Après, donc, vous avez pu monter dans le bateau sans rester trop longtemps en Libye où les conditions sont particulièrement atroces. Et comment s'est passée la traversée? C'était catastrophe. C'est-à-dire? C'était dur. Ça a duré longtemps? Vous n'aviez pas assez à Ça boire, durait à manger? longtemps. À peu près un jour. Combien? Nous, on est parti la nuit vers 18h. Après, on est arrivé en Italie vers 9h environ, en fait. Je dis ça. Voilà. Après, arrivé en Italie, moi j'ai resté un peu de temps, à peu près des semaines, en fait. Donc, vous arrivez en Italie. Ouais. Alors, comment ça se passe? Parce que là, vous étiez seul. Oui, j'étais seul. En fait, j'étais seul avec d'autres nationalités, en fait. Après, on est arrivé dans un camp. Après, moi, j'ai resté un peu de temps Milan. Donc là, vous avez été enregistré. Ouais. Là, c'est obligé de faire des registres. En fait, moi, j'ai resté un peu de temps en Italie. Votre but, c'était d'arriver en France? Ah oui. En fait, en Italie aussi, je suis obligé en fait, de partir d'Italie. En fait, au niveau de la langue, c'était compliqué comme avant. J'étais à l'école au Mali, je me débrouille un peu en français. C'est pour cela que je n'ai pas pu. Donc oui, le rôle de la langue dans le choix du pays, c'est important et ça on le comprend. Et alors après, comment vous avez fait pour passer d'Italie en France? En fait, j'étais passé en train. Oui. En fait, entré à la gare de Ventimiglia, en fait, il y a beaucoup de migrants qui sont en attente en fait, pour arriver en France. En fait, moi, j'ai tenté 3 fois, troisième fois que j'ai eu la chance en fait, de rentrer dans le train en cachette, en fait, pour arriver à Paris. D'accord. Et une fois arrivé à Paris, alors qu'est-ce qui se passe? C'est enregistré ou... Non. En fait, j'étais arrivé à Paris, j'ai resté un peu de temps à la porte de la chapelle, je sais pas. Dans des conditions qui ne sont pas terribles. J'ai resté là-bas. Après, avec d'autres jeunes, on a pris le train. On est arrivé à Toulouse, après Toulouse à Tarbes. Et pourquoi Tarbes? Dans le train. On était dans le train. Si le train s'arrête, c'est obligé de descendre. Le hasard. Ouais. Donc, vous débarquez à la gare de Tarbes et qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis arrivé à la gare de Tarbes. En fait, j'ai demandé des gens pour m'indiquer là où je dois aller me présenter. En fait, on m'a indiqué qu'il faut aller voir la police. J'étais allé voir la police direct. Après, j'ai resté avec la police. Ils vont faire enregistrement, en fait, on veut dire ça. Après, avec je pense qu'environ 30 minutes, en fait, ils ont appelé les gens du foyer qui occupent des jeunes. D'accord, donc là vous avez été pris en charge par les associations. Non. Non? Par qui alors? En fait, je suis arrivé à l'ASE, je reste environ un mois. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Donc là, c'est l'administration qui l'a pris en charge. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, j'ai resté environ un mois. Après l'évaluation, je pense que j'étais reconnu un peu du majeur. Voilà, c'est obligé de quitter en fait. Je me trouvais dehors. En fait, au lendemain, on est parti à Croix-Rouge pour avoir un logement en fait. Après, on a fait l'appel. Après, ils ont eu
place à y visiter. Oui. Voilà. Depuis Oui. là. Soyez des jeunes travailleurs. Ouais. Et alors après, comment est-ce que vous avez réussi à atterrir à Sixte-Vignon pour pouvoir faire des études? En fait, c'est l'association qui m'accompagnait en fait. Aller voir, comment on appelle encore, CIO. Voilà. CIO. C'est quoi? Le Centre d'information et d'orientation. D'accord. Donc il y a beaucoup de sigles et d'organismes. Hein. Ouais. Donc, et après, vous arrivez à Sixte-Vignon. Oui. Et là, vous rentrez en classe. Oui. Eh bien, on va se tourner vers Dadiel Medadira. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand un jeune comme lui arrive dans un établissement scolaire, on ne sait pas quelles sont ses compétences, Oui, est-ce qu'on fait un bilan, est-ce que pour l'orienter, comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. C'est que moi je suis enseignant français, mais je suis également prof de FLE. Donc ces jeunes-là suivent également des cours d'apprentissage de la langue renforcée. Donc ils commencent par ça. Pour passer, parallèlement, si vous voulez, parallèlement au cours. Après, Alfousseni, si je me souviens bien, tu étais arrivé en cours d'année, si je ne me trompe pas. C'est pas vers. Tu n'étais pas arrivé au début de l'année, il me semble. Tu es arrivé en cours d'année, donc nous, évidemment, on les accueille, tous ces jeunes. C'est un devoir d'accueillir tous les jeunes qui sont là pour être scolarisés. Et en fait, à Alfousseni, effectivement, il y a beaucoup de cas assez similaires. Nous, sur l'établissement, on a à peu près une trentaine de jeunes qui viennent un petit peu de tous les horizons. Une moitié sont encadrés par l'ASE, donc on peut dire que ceux-là ont plus ou moins suivi l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc ils ont été reconnus mineurs, si vous voulez, donc ils ont un suivi, un encadrement, ils ont un logement, ils sont logés. Mais vous avez une grande partie de ces jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs, ce qui était le cas d'Alfousseni, et pour qui ça pose un gros problème, notamment de survie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de moyens de subsistance. Voilà, et là, il n'est pas obligé de demander l'asile en France. Ça c'est autre chose. Demandeur d'asile, il n'est pas demandeur d'asile automatiquement dans ces cas-là. Non, pas forcément. Et puis, pour avoir le statut de réfugié quand on a fait la demande d'asile, c'est extrêmement rare de l'obtenir. Voilà, c'est un autre parcours. Mais effectivement, on a aussi des demandeurs d'asile. Voilà, donc on a beaucoup de jeunes comme Alfousseni. Je vous dis, à peu près sur 30 jeunes, on a à peu près une quinzaine de jeunes comme ça, non reconnus mineurs, qui sont obligés d'avoir un contrat d'apprentissage, continuer leurs études, donc avoir un contrat d'apprentissage, qui travaillent en France, on leur permet de rester. Donc c'est presque... Pardon. Oui, Jean-Louis, Humbert. Oui, peut-être qu'il faut préciser qu'en fait, Alfousseni était mineur quand il est arrivé en France. Oui. Et il a été confronté à la situation suivante. Sa minorité n'a pas été reconnue par l'administration. Alors, pour différentes raisons. Alors, qui sont les entretiens. Il a parlé de la prise en charge par l'ASE et les associations qui sont gérées par l'ASE, la préfecture. Donc, il y a une période dans laquelle il va y avoir une évaluation de sa minorité. Pendant cette période-là, l'administration va tout faire, enfin, c'est ma représentation. Je le dis comme ça parce que c'est l'ambiance générale qu'on ressent. C'est-à-dire qu'elle va tout faire pour écarter ces jeunes de leur minorité. Alors, en fait, je vous comprends juste, mais ce qui est très important qu'il faut que vous expliquiez, c'est qu'est-ce que ça entraîne comme changement dans le parcours entre celui qui sera reconnu comme mineur et celui qui sera considéré comme adulte. Mais c'est ce que je vous disais, c'est que lorsqu'ils sont reconnus mineurs, et pour Alfousseni, ils n'avaient pas été reconnus mineurs, alors que maintenant l'administration est obligée de faire marche arrière parce qu'il y a un jugement qui a prouvé qu'effectivement il était bien mineur quand il est arrivé. Donc c'est pour montrer toute l'ambiguïté, toute la marge d'erreur. Et dans le parcours, quelle est la différence? La différence, quand on est reconnu mineur, on est encadré par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et on est automatiquement autorisé à rester en France. Oui. Mais oui. Non, mais justement, il faut le dire. Alors que si on n'est pas reconnu comme mineur, parce qu'il y a une réglementation, il y a des traités internationaux disant que les mineurs sont
autorisé à rester. Ouais. Et s'il n'est pas reconnu comme mineur, il peut à ce moment-là être reconduit à la frontière. Voilà, c'est ça le problème. Donc c'est là que ça montre toute l'importance de ce que vous souleviez, c'est savoir si on le reconnaît comme mineur ou si on le rejette sur cette demande. Oui, bien sûr. Et la minorité, en fait, oblige à prendre en compte le jeune en tant que mineur, c'est-à-dire comme tous les autres mineurs. Une prise en charge qui est adaptée à un mineur. Et c'est dans la loi. Sauf qu'en l'écartant de sa minorité, qui était réelle et qui a encore été prouvée après par la suite, on lui a spolié plusieurs années de sa jeunesse. Et c'est quand même quelque chose de violence. Son parcours a été bloqué à ce moment-là. Eh bien, oui. C'est-à-dire que oui, il a... depuis 2018, en fait, maintenant qu'on est passé au tribunal dépôt, maintenant ils ont donné en fait des papiers qui va prouver que la minorité c'était réel. Donc, à partir du moment où vous avez été reconnu comme mineur, c'est ça qui a permis que vous continuiez vos études à Sixte-Vignon, peut-être ? Oui. Et c'est ça qui a permis que vous puissiez avoir un contrat d'apprentissage. Alors, il était même non reconnu mineur, il était scolarisé à Sixte-Vignon, mais il était dans une situation, c'est là où je voulais en venir, une situation complètement inconfortable, et c'est le cas d'un grand nombre de nos élèves qui ne sont pas reconnus mineurs et qui sont dans cette situation d'instabilité et d'insécurité permanente. On comprend que dans ces conditions, ce soit difficile de travailler et de s'adapter à un pays. Alors ces jeunes-là ils font preuve d'une capacité d'adaptation, d'intégration qui est fantastique. Vu ce qu'il a vécu, ce qu'il vous a raconté, arriver encore à avoir suffisamment d'énergie pour reprendre une scolarité, pour avoir des projets, c'est énorme. Mais tout est fait en quelque sorte pour que ce soit un parcours du combattant et pour que leur situation soit le plus instable possible, au lieu de favoriser ce qu'on met en avant souvent, l'intégration, etc. On a l'impression que rien n'est fait pour que ce soit facilité. Et Al-Fouzib, justement, cette période très difficile, comment vous l'avez vécue, cette période où vous n'étiez pas reconnu comme mineur, alors que vous l'étiez, ça a été, j'imagine, un sentiment d'injustice. Ouais, parce qu'en fait, j'ai vécu, comment dire encore, j'ai vécu des choses un peu terribles en fait. On était obligé d'aller chercher le nourriture secours populaire, on était obligé au syndicat. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune aide qui est accordée. Aucune revenu en fait, on peut dire ça. Et malgré tout, vous continuez à travailler à Sixte-Vignon. Et vous avez pu arriver à vous concentrer pour apprendre et progresser. Souvent, après l'école, on rentre à la maison, on est obligé encore de sortir, d'aller chercher nourriture pour manger en fait. On a fait des années comme ça. C'est une période très souvent difficile. Avec des aides des profs, de l'association. C'est les associations caritatives qui vous ont permis de survivre. Voilà, c'est moi de tout. Même des 3 arts également. 3 arts, oui. Une association du Val d'Azan qui est très active. Et puis effectivement, des citoyens, nous les enseignants, on a aidé aussi à notre vous avez particulier sur eux pendant leur voilà, mais vous reconnaissez que c'est pas normal. C'est pas... Peut-être apporter un élément qui montre la complexité de la situation. Lorsque ces jeunes sont scolarisés, en fait, ils se retrouvent intégrés dans un dispositif qui a l'habitude de fonctionner avec des jeunes mineurs qui ont un responsable légal. Eux ne peuvent pas avoir un responsable légal puisqu'ils sont déclarés majeurs. Et d'un autre côté, ils ont une date de naissance qui les déclare mineurs. Donc, on s'est retrouvé dans une situation terrible qui a été, d'un côté, ils étaient mineurs, ils devaient avoir absolument un représentant légal. De l'autre côté, ils étaient majeurs, donc ils ne pouvaient pas avoir de représentant légal. Et il a fallu que le réseau se mobilise avec les syndicats enseignants, avec la FCPE, pour arriver à faire comprendre au DAZEN, l'inspecteur d'académie, le DAZEN, c'est directeur des services
administrative de l'éducation nationale. Merci de nous l'avoir. Excusez-moi, mais bon, c'est vrai que c'est des raccourcis, mais bon. Et il a fallu batailler pendant des semaines, organiser de la mobilisation d'enseignants, de parents, pour arriver à faire entendre ça. Mais tout simplement ça. Non, mais on comprend que c'est on comprend très bien, comme vous l'avez bien expliqué, c'est le nœud du problème, que les choses changent complètement, soit quand on est considéré comme un adulte, soit quand on est considéré comme un mineur. Et effectivement, l'instabilité pour Alfonsini a été terrible, parce que tout son avenir dépendait de ça, et c'est le rôle des associations qui a permis que justice lui soit rendue à Pau, et depuis que vous avez eu ce jugement, vous vous sentez plus en sécurité. Ouais. C'est important. Alors maintenant, il faudra arriver à l'employeur, parce que là, on a vu comment il a pu arriver à se battre avec l'administration, avec un grand A pour être reconnu comme un mineur, être pris en charge comme tel, poursuivre ses études à Sixte-Vignon. Et là maintenant, il voudrait travailler et il cherche un contrat d'apprentissage. Alors comment ça se passe? On demande à Philippe Touzin de nous expliquer. Et donc nous, c'est les mêmes problèmes, la même problématique. Hein, parce que pour pouvoir avoir un contrat de travail, il faut un titre de séjour. Et pour pouvoir avoir un titre de séjour, il faut un contrat de travail. Donc, attendez, là je ne comprends pas bien. Il est reconnu comme mineur, donc il a droit au séjour. Non, mais là, oui, enfin, moi je... c'est une autre problématique que celle d'Alfonsine que vous reprenez. Voilà, que je reprends. Et donc, le jeune que je parle, lui, ne pouvait pas avoir de titre de séjour. D'accord. Il avait la même problématique qu'Alfonsine, parce qu'il a été reconnu majeur. Alors lui, ça n'a pas été aussi loin qu'Alfonsine, parce que lui, ça n'a pas été reconnu, mais il a une intégration dans notre coin qui fait que tout le monde l'apprécie, parce que c'est un jeune qui est avenant, qui est respectueux, qui est poli, qui a envie de travailler. Qui a envie de travailler, et pour tout. C'est-à-dire que dans le village où il vit, il est allé voir Madame la maire pour lui demander qu'est-ce qu'il pouvait faire pour la communauté, pour le village. Un problème pour Madame la maire, qui lui a dit, si tu veux, tu peux repeindre les lettres, je te trouve la peinture pour repeindre les lettres sur le monument aux morts. Voilà ce qu'a fait ce jeune-là. Pour ma part, moi je l'ai eu tout d'abord un stage quand ils sont à Sixte-Vignon, à l'école, ils ont des stages en entreprise. Donc mon entreprise accueille régulièrement des jeunes qui viennent de différents horizons, découvertes de métiers ou stage en entreprise. Et donc par ce biais-là, moi c'est vrai que j'avais repéré le gamin, et donc j'ai demandé, je lui ai fait un contrat de travail, mais j'ai été confronté à ce problème-là. Donc ça s'est dénoué en prenant des appuis politiques. Donc on est allé rencontrer plusieurs personnalités du département. Il a eu la chance d'avoir des représentants aussi de l'État, qui ont été séduits par son parcours, oui, son attitude et tout, et qui lui ont donné un titre de séjour, mais pour une durée limitée. Alors d'accord, à partir du moment où il a un titre de séjour, alors on parle d'un autre cas de celui d'Alfonsini, il a un titre de séjour pour une durée limitée, voilà. Il peut avoir un contrat de travail. Il peut avoir un contrat de travail. Donc nous avons conclu un contrat d'apprentissage. Pas automatique. C'est pas automatique. Je dis, alors, on ne va pas dire il va avoir, mais il peut. Il peut. Oui, justement. Avoir une autorisation de travail, justement, ça faisait partie de la grosse bataille qu'on a menée
Jean-Louis parlait de... Mais même des gens qui ont des titres de séjour, parce que ce que vient de dire Philippe Touzane, c'est quelqu'un qui a fini par obtenir un titre de séjour. Donc c'était pas automatique qu'on lui autorise d'avoir... On peut avoir un titre de séjour sans droit au travail, par exemple. Ce qui est quand même... C'est-à-dire on peut empêcher quelqu'un qui a un titre de séjour de travailler. Oui, tout à fait. C'est très paradoxal, ça. Et puis on peut avoir ce qu'on appelle des autorisations provisoires de séjour qui sont sur une période tellement courte que personne ne peut les employer. Et ces situations-là, on peut avoir par exemple un jeune qui a un titre de séjour pour tourisme, on a eu un titre de séjour pour tourisme, alors qu'il étudiait, c'était en hôtellerie, il était en hôtellerie, et donc il voulait devenir serveur, et avec son titre de tourisme, il ne pouvait pas. C'était pas possible. Alors en plus, je pense que ceux qui ont des titres de séjour, leur problème c'est de le renouveler, et que ça sera d'autant plus facile à renouveler qu'ils auront un contrat de travail. Voilà. D'où l'importance d'avoir un contrat de travail. Voilà. Et vous, en tant que charpentier à la tête d'une entreprise, vous êtes demandeur d'employés parce que vous en manquez. Voilà, on manque de personnel. Tout le monde, tous les métiers, beaucoup de métiers sont en tension. Et je dirais même tous, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le déconfinement, les restaurateurs n'ont pas de cuistots, ils n'ont pas de serveurs, ils n'ont pas. Certains sont obligés de fermer leurs établissements parce qu'ils n'ont pas de personnel. Et nous, c'est exactement pareil. Alors nous, on ne ferme pas parce qu'on a quand même des salariés, mais moi j'ai une capacité de travail qu'on ne peut pas réaliser avec l'effectif que j'ai là. Donc on a d'une part une offre de travail, d'autre part des gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de travailler, voilà. Et au milieu une administration avec des qui œillères, fait tout pour empêcher que ça fonctionne. Avec des œillères et qui ne veut rien entendre et qui pensent que eux, ils ont la science infuse. Alors pour revenir à Al-Foussini, parce que on avait regardé son parcours, donc pour lui, je pense que ça a été plus facile, puisqu'à partir du moment où il a été reconnu comme mineur, il avait le droit d'avoir un contrat d'apprentissage. Est-ce qu'on est bien d'accord? Non, c'est pas. C'est pas aussi automatique. Allez-y, expliquez-moi. Je pensais avoir fini par trouver une solution. Non. C'est pas automatique. Là, il faut faire la demande, il faut avoir le titre de séjour avec l'autorisation de travail. C'est pas quelque chose qui est automatique, qui est donné automatiquement, ça. Quelqu'un qui est reconnu comme mineur. Oui. On peut pas lui refuser un titre de séjour. Ah non, mais quand il est mineur, il est intégré. C'est après 18 ans, voilà. Non, mais c'est ce que je voulais dire. La question que j'avais posée, c'est à partir du moment où il a été reconnu comme mineur, est-ce que les choses se sont passées plus facilement? C'est très récent. Au moment de ses 18 ans, il entre de nouveau dans un dispositif où il va falloir qu'il obtienne qu'il redemande un titre de séjour, le droit au travail, Daniel. Oui, revenons. Oui, voilà. Expliquez-nous. Donc, là, il avait donc ce contrat. Après, il faut faire des démarches auprès de la préfecture pour avoir un titre de séjour avec autorisation de travail. Et donc, le problème pour beaucoup des jeunes de Sixte-Vignon, c'est qu'ils avaient ces contrats de travail, mais ils n'avaient pas l'autorisation de travailler. Puisqu'il y a des employeurs qui cherchent à trouver donc du coup, il y a une mobilisation, ce qui explique un petit peu. Nous, on a une mobilisation là sur Sixte-Vignon, et puis depuis quelques temps, on se mobilise avec RESF, justement pour que ces jeunes, notamment, puissent avoir une autorisation de travail, alors qu'ils ont un contrat d'apprentissage, et qu'ils puissent avoir des moyens de survivre. Et voilà. On retrouve encore le rôle des associations qui est indispensable et qui est fondamental. C'est-à-dire que des Al-Fousseni, il y en a connu des associations, une vingtaine, Al-Fousseni, pardon, je mets entre guillemets bien sûr, mais il y en a d'autres que l'on ne connaît pas et qui sont confrontés au problème. Donc il y a peut-être une trentaine, voire peut-être plus, de jeunes qui sont confrontés à ces situations. Et il faut
il faudrait que l'administration entende ces situations, les prenne en compte, change d'attitude vis-à-vis de ces jeunes. Et autre problème qu'on n'a pas évoqué, ce sont les jeunes qui sont donc scolarisés, qui suivent leur scolarité, et qui, faute d'avoir pu obtenir un titre de séjour, se retrouvent avec les OQTF, l'obligation de quitter le territoire. Oui. Et certains, parmi ceux de Sixte-Vignon, sont en cours de formation. Donc c'est-à-dire on ne leur laisse même pas terminer leur scolarité. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce déjà des difficultés, plus une épée de Damoclès en permanence qui pèse sur leur tête. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des comment la situation, les conditions très difficiles qui leur sont faites ont des répercussions sur notre façon de travailler, parce que vous voyez bien que là on n'est plus dans l'élève lambda, on est avec des jeunes qui sont dans des situations... Enfin, ils ne peuvent pas suivre une scolarité sereinement. Quoi. Certains arrivent à Alfoussini, à réussir à surmonter, d'autres craquent devant cette instabilité. Plus d'un jeune qui perd le moral, qui se démobilise. Ils sont très volontaires, mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Oui. C'est pour ça qu'en fait, on a démarré une mobilisation au mois de novembre 2020 pour faire reconnaître ces situations. On avait des jeunes qui disaient qu'ils ne pouvaient pas faire leur apprentissage ou leur stage, des professionnels qui disaient nous on est prêts à les accueillir. Et vous avez entendu parler, alors des professionnels du département, et vous avez entendu parler, bien sûr, du boulanger de Besançon, et puis vous avez entendu parler aussi du professionnel qui a fait une grève de la faim dernièrement pour les 2 jeunes qu'il employait et qui a gagné. Donc, des situations qui n'arrivent pas à être... ne sont pas résolues sur les Hautes-Pyrénées. Donc on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est mobilisé, on a commencé à faire passer de l'information, on a essayé d'expliquer aux gens par la communication, par des manifestations, par des rassemblements, pour faire en sorte que la population m'entende et que le préfet sache qu'il y avait du monde derrière eux pour les soutenir, pour les accompagner dans leur désir de vivre en Bigorre, de vivre parmi nous, de vivre dans l'entreprise, de vivre dans l'école. Et de participer à la vie de... Voilà. Et donc là, on a été amené à faire différentes actions qui commencent à avoir un peu de poids, puisque on a quelques espoirs là que dans les prochaines semaines, les OQTF vont disparaître et que les jeunes vont pouvoir... Donc les obligations de quitter le territoire pour ces jeunes-là soient abandonnées. C'est notre espoir. Disons que les informations que l'on a nous laissent penser qu'on pourrait aller vers quelque chose d'un peu plus... une solution. Ça veut dire... Mais en même temps... c'est grâce à la mobilisation. C'est grâce à la mobilisation, donc il faut... C'est pas automatique. On va pas lâcher. C'est un problème où vous arrivez à progresser localement par la pression des associations et les liaisons que vous avez avec... des moyens d'information, avec des partis politiques, etc. Et même si on sait ça aujourd'hui, le 5 juin, on va organiser un parrainage républicain avec des élus. Il y aura une dizaine d'élus qui vont venir parrainer ces jeunes avec des citoyens sur les marches de la préfecture. Ce sera l'occasion de dire notre désir d'intégration et leur désir d'intégration, et donc de dire à la préfecture, il y a des élus, il y a des citoyens, il y a des gens qui veulent que
ces jeunes-là restent là, comme je le disais tout à l'heure, dans le pays, vivent dans le pays et dans les entreprises et parmi nous. Pour mieux comprendre, une dernière question pour essayer de mieux comprendre le problème. Est-ce que c'est un problème de législation ou est-ce que c'est un problème d'application par l'administration? Ou est-ce que ce sont les deux? Je crois qu'il y a un problème politique, au point de départ, qui explique beaucoup de choses. Et sur cette question politique, ça ne vous aura pas échappé que la question de l'immigration, voilà, c'est la question qui... C'est un problème général. Enfin, c'est une question qu'on met en avant comme le problème général, et beaucoup de débats politiques tournent autour de ça, alors que les vrais problèmes sont, de mon point de vue, absolument pas là. Mais bon, donc c'est un élément qui est instrumentalisé politiquement et électoralement qui va... Oui, voyez, ça c'est la politique. Mais oui, mais il y a les règlements. Alors, il y a les règlements, il y a la loi, il y a les règlements, il y a la façon dont l'administration applique les règlements. Je pense que la loi c'est ça qu'il faudrait comprendre, ça. La loi organise, je pense, ces situations de précarité. C'est moi, pour ce que je vois, c'est la loi qui précarise ces jeunes. Quand on voit tous les codes... Donc, fondamentalement, il y a un problème législatif, et tant que ce problème ne sera pas réglé, les choses ne seront pas simples. Alors, après, on a toujours une marge de manœuvre pour se mobiliser, mais le cadre législatif... non, ce qui compte pour que les choses se passent naturellement et de façon souple, c'est la loi qui doit être changée. Pour reprendre son cas, il est arrivé, il a été encadré par l'aide sociale à l'enfance, il a une évaluation de minorité. Enfin, on dit une évaluation de minorité. Pour cela, il va faire des entretiens avec un psychologue pour déterminer s'il est mineur ou majeur. Un entretien sur sa connaissance du système, il va parler de la manière dont il a vécu son parcours et les gens vont essayer de l'évaluer à partir de ça. Ils vont aussi évaluer sa minorité à partir de son âge osseux. Donc, or, vous savez, puisqu'il y a des médecins ici, que la détermination de l'âge osseux a été dénoncée comme étant inadaptée. C'est bien sûr que quand aux États-Unis on fait une étude sur une population asiatique dans les années 45 pour déterminer une base de données et qu'on prend Al-Fousseni qui est à côté de moi et qui me dépasse de 30 cm, bon, on ne va pas avoir forcément sur ce problème de reconnaissance ou pas de la minorité. Oui, mais ça, on a compris que c'était crucial. Oui, mais sauf que l'administration en passe par là et pour déterminer son âge osseux. Et ils vont dire, à 2 ans près, enfin, ils vont donner une fourchette d'âge, et ils vont dire, Fousseni, il a 17 ans à 2 ans près, donc il a 19 ans. Et s'il a 19 ans, donc là, on est dans l'interprétation. Eh bien oui, forcément. Donc il y a la loi et l'interprétation, tout à fait. Et vous pouvez agir sur l'interprétation par la pression. Et le test osseux, c'était exceptionnel avant, et là maintenant ça devient la règle. Oui. Ça devient la règle pour déterminer s'il est majeur ou mineur. Alors que justement, comme il y a une marge de manœuvre, c'était en dernier recours que c'était utilisé. Oui, tout à fait. Alors maintenant c'est devenu la règle. Et ensuite, on peut faire aussi une évaluation sur la validité de leur papier. Or, il y a des pays où pour avoir des papiers, c'est un peu compliqué et c'est pas forcément le même papier si on est dans une ville et si on est dans une autre. Et donc, et puis il y a des endroits où on ne peut pas avoir tout simplement de passeport. À l'heure actuelle, les jeunes Nigériens jusqu'à aujourd'hui, les jeunes Nigériens n'arrivaient pas à avoir de passeport. Depuis 2 ou 3 semaines, ils peuvent maintenant demander un passeport à l'ambassade de Guinée, mais pour l'obtenir, il va falloir attendre... comment ? Les Guinéens. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les Nigériens. Les Guinéens.
Les Guinéens, pardon. Ah, les Guinéens, d'accord. Oui, tout à fait. Bon, donc là, ils vont peut-être ça, pouvoir avoir les papiers. On comprend très bien, on ne va pas se perdre dans ces Oui, méandres, non, parce mais- que c'est vrai qu'on s'y perd un peu, mais c'est vrai, donc on a très très bien compris, là vous l'avez très bien expliqué, les difficultés administratives. Ce que j'ai compris en plus, c'est la marge d'appréciation qui est liée à l'administration et le rôle des associations, à la fois pour prendre en charge ces jeunes, pour les aider dans leur parcours, mais aussi pour faire pression sur l'administration. Et j'aimerais, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, terminer par une question à Alfoussini. J'espère une question optimiste pour cette fin d'émission. Alfoussini, comment est-ce que vous voyez votre avenir maintenant? Je vois. Dire. Est-ce que vous voyez charpentier chez M. Touzin dans 2 ans? Moi, peut-être. Peut-être. Est-ce que vous avez envie de vivre en France Oui, et d'être charpentier? d'être charpentier. Et peut-être même en Bigorre? Ah oui. Ah oui, voilà, ah oui. Merci, messieurs, merci Merci. beaucoup.